Bonjour Mohamed, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Très bien, merci. C'est quoi un héros pour toi? Quelle est la définition du héros? Un héros pour moi, c'est un modèle, quelqu'un qu'on doit suivre, prendre pour exemple. Ouais, t'as des noms qui te viennent comme ça quand tu étais plus jeune? Pas Cinéma, forcément. la musique, Pas forcément. le sport? Ouais, Non. pas forcément. On va parler de toi évidemment, quel a été ton parcours? J'ai fait un bac pro gestion administration. Voilà, j'étais passionné de moto depuis petit. Tu as grandi où? À Elancourt dans le 78, Ouais, dans les Île-de-France, Yvelines. voilà, dans les Yvelines. Donc je suis né à Versailles. Voilà. Et j'ai grandi à Trappes et après à Elancourt. À Trappes, il y a beaucoup de gens connus, donc Je crois que c'est dans le sang de Trappes. Ouais. Quand on arrive, Trappes, c'est ça. cette jeunesse s'est bien passée? Ouais, T'as- c'était cool. T'as vécu Ouais, une belle c'était cool. jeunesse? J'habitais dans un quartier de Boubas. Quartier de Boubas, voilà, ça s'appelle Boubas. Pas loin du chemin de fer. Et la suite alors? Bon, ensuite, as déménagé? Elancourt. Ouais. Après Elancourt, toujours la moto depuis que je suis petit. Toujours kiffé ça. Mon père a toujours été entre guillemets un peu entrepreneur. Du coup, j'ai peut-être ça dans le sang. Justement, d'où te vient cet esprit d'entreprise? Justement, Ouais, du c'est un coup, peu dans les gènes, donc? C'est ça, ouais, de mon père. Ouais. Mon père, il est venu en France à l'âge de 7 ans. Et voilà, il a commencé dans la mécanique chez Renault. Et ensuite, Ouais. il a tout de suite ouvert son garage. Et depuis, il a jamais. Tu as été travaillé avec employé. lui? Ouais, quand il avait son garage, ouais, quand j'étais plus jeune, ouais. Et donc, alors après, tu t'es un peu lancé dans des différentes activités. Raconte-nous un peu cette création de De la boisson. la boisson et puis les vêtements, la ligne de Alors, vêtements. moi, je faisais de la moto, hein. Donc je me suis développé là-dessus. J'ai été de plus en plus connu sur les réseaux sociaux, via Instagram, Snapchat, notamment YouTube et TikTok. Je suis sur les réseaux sociaux, donc je parle, je rigole, je filme ce que j'ai à faire, etc. Et au fur et à mesure du temps, moi, je dis toujours incroyable. En fait, si je filmais quelqu'un, ou moi, ou quelqu'un d'autre, j'étais toujours dans le incroyable, 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 tout le temps. Au fur et à mesure du temps, du coup, j'en ai eu un peu marre et du coup, j'ai commencé à dire incre. Donc, j'ai raccourci le mot. Quand j'ai raccourci le mot, du coup, un jour, j'étais posé avec des amis, on discutait, on mangeait, je sais plus ce qu'on faisait exactement. Et je disais incre, 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 incre. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une marque de vêtements. Avec mes amis, on a abordé le sujet, ils m'ont dit les pour, les contre, on a discuté. On a vu que ça n'existait pas. Je suis allé sur l'INPI, le soir même, j'ai regardé le dépôt de marque et j'ai vu que Incre n'était pas du tout déposé en dépôt de marque. Donc j'ai dit let's go, j'ai sorti ma carte bleue, j'ai fait le dépôt de marque direct. Incre. Donc voilà, ça c'est pour la marque de vêtements. Et donc la boisson après? La boisson elle est arrivée après, donc Incre Énergie. Et puis voilà, j'ai développé la marque de boisson Incre Énergie. Alors, Voilà, je crois que tu as une d'où anecdote ça vient. là-dessus, justement. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette boisson? Quand j'ai déposé la marque, etc., au fur et à mesure du temps, au bout de peut-être 4-5 mois que j'ai développé la marque, j'ai été contacté par une personne qui voulait tout de suite racheter la marque pour un bon montant. Et donc même à ce moment-là, ça m'aurait vraiment plu. Enfin, c'était un bon montant, je dirais pas le montant ici, mais et du coup j'ai refusé. Et j'ai préféré attendre et développer petit à petit, même si peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas encore atteint ce montant-là. Je vois loin et je pense et j'espère que ça arrivera à plus que ce montant. Alors justement, concrètement, tu en es où avec cette boisson? Comment elle se développe? Comment tu la commercialises? Alors elle est en vente sur mon site internet. Donc depuis chez nous, on peut commander et recevoir chez soi. Ou alors c'est sur certains distributeurs. Par exemple ici au plan B où est-ce qu'on est aujourd'hui, il y a des revendeurs. Donc lui revend des épiceries, plein d'autres choses. Il y a même un site internet qui revend d'autres articles, mais il a incorporé la marque. Donc voilà, je revends à des revendeurs et ces revendeurs-là revendent dans leur réseau de distribution. Quel est ton objectif à moyen terme? Est-ce que tu veux vraiment que cette marque soit vraiment présente un peu partout et que tu puisses en faire un peu ton activité principale? J'essaie de développer petit à petit. Je sponsorise des jeunes en MMA, en grappling aussi, dans la moto aussi. On essaie de développer petit à petit, pardon. Maintenant, le budget est manquant, entre guillemets, donc on essaie d'y aller petit à petit, voilà. Donc tu recherches éventuellement des partenaires financiers, des sponsors? S'il y a quelque chose à faire, ouais, pourquoi pas, ouais. Quelque chose de sérieux, ouais, pourquoi pas. Tu nous as rapidement parlé de la moto. Tu peux développer tes passions, la moto, le MMA. Comment tu es venu justement à faire de la moto et à essayer un peu de faire passer des messages justement par rapport à ton activité? Explique-nous un peu ce que tu fais avec cette moto. C'est assez spectaculaire, je crois. La moto, c'est depuis que je suis petit, depuis que j'ai 3 ans, j'ai une moto. Donc ça fait longtemps. Une mini-moto alors. Une mini-moto, ouais, que j'ai encore. Ah oui. Elle est chez mon père, que j'ai toujours. Et du coup, au début, c'était pas forcément les roues arrière, etc. C'était juste rouler, s'amuser, kiffer en fait. Parce que quand on monte sur une moto, en fait, on est libre, on oublie tous ses soucis. Ça, premièrement. Et deuxièmement, en 2016, 2015, ouais,
je revois les dates, mais je dirais peut-être 2015-2016, on devrait aller sur mon Instagram et descendre tout en bas. Mais j'étais très inspiré par les réseaux aux États-Unis, Lil Chino, etc. Donc des riders américains. Et en gros, petit à petit, je regardais, j'essayais de reproduire ce qu'ils faisaient en fait chez moi, parce que mon père il avait une cour assez grande quand même, et je pouvais faire de la moto là-bas, donc en toute légalité. Bon, je dérangeais un peu peut-être les voisins, mais à part ça, je dérangeais personne. Et du coup, je développais, j'essayais d'apprendre, j'ai appris moi-même, et puis voilà, c'est né comme ça, tout seul, en regardant les vidéos aux États-Unis. Alors tu ne fais pas de bêtises, hein. Voilà, explique-nous un peu comment ça se passe. Non, on évite, même si des fois j'ai ma routière par exemple, je suis sur la route, j'essaye de faire une petite roue, mais bon, voilà. Si ça gêne personne et tout, je ne vais pas vous mentir quoi, mais voilà, on essaie de le faire toujours dans un endroit encadré. Il y a un côté pédagogique, hein, c'est ça? Bien évidemment. Tu as envie de transmettre un peu cette passion, mais de façon un peu encadrée. Bien sûr. Explique-nous un peu. Sur YouTube aussi, j'apprends aux gens. J'ai une chaîne qui s'appelle Mohaoud, mon nom comme sur tous mes réseaux sociaux. Et j'ai une série de vidéos qui s'appelle Wheeling Coaching. Donc en gros, depuis un certain temps, ça fait depuis 2019-2020, j'apprends aux gens à faire des roues. Donc notamment des stars ou des abonnés à moi. Alors des stars. Ouais, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Cyril Gann. Voilà, que tout le monde connaît, bien sûr. Donc je l'ai invité et je lui ai appris à lever sur ma chaîne YouTube, du coup. Donc voilà. Maintenant, il sait faire des roues en quad. Et c'est quoi le message que tu veux faire passer? On peut s'amuser, mais en étant sérieux et en faisant attention. En respectant les règles. Avec les équipements. Donc je mets vraiment en avant les équipements. Je mets aussi en avant l'endroit. Parce qu'on ne fait pas ça sur la 86. Bien sûr. On fait ça dans un endroit fermé au public, où il n'y a pas de circulation. Un endroit qui nous est dédié, qui nous est prêté. Et donc voilà, en gros, on essaie de développer ça. Enfin, j'essaye de développer ça sur ma chaîne YouTube pour apprendre en sécurité. Parce que moi, j'ai appris petit à petit et je suis tombé et j'ai appris pas en sécurité, mais du coup, moi, là, j'apprends en sécurité sur YouTube. Donc voilà. Et on parle beaucoup, malheureusement, de ces histoires de rodéo. Bien sûr. Tu as envie aussi, effectivement, d'expliquer à ces jeunes que la moto, ça peut être un loisir. Bien sûr. Et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Bien sûr. Il y a des règles. Bien sûr, il y a des règles. On ne peut pas faire ça n'importe où, n'importe quand. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a un ami qui a ouvert une association qui s'appelle SOS Rodéo et où j'y vais, je pratique là-bas. Donc on paye et on va faire de la moto sur le circuit Carole en fait. Sur le circuit Carole, dans le 93. Et du coup, cette association loue le circuit pour qu'on puisse faire de la moto. Donc je vous invite à regarder, vous derrière vos écrans, donner la force parce que c'est vraiment, il fait ça gratuitement avec le cœur. Donc voilà, SOS Rodéo. Le message, c'est on arrête les bêtises dans les rues et on fait attention. L'idéal, ce serait ça. Mais bon, comme on n'a pas d'endroit, à part maintenant SOS Rodéo, mais même, on n'a pas de skatepark, on n'a pas de salle de MMA, on n'a pas de gymnase, on n'a rien en fait pour pratiquer notre sport. Donc c'est entre guillemets un peu normal, entre guillemets, hein, que les gens le font entre guillemets dans la rue ou dans des endroits désinfectés ou dans des zones industrielles, parce qu'en fait il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit pour pratiquer. Ça c'est le problème. C'est le problème. Ouais. Mais c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu veux bien vraiment évidemment. faire œuvre de pédagogie bien évidemment. Parce que c'est un sport. Au final, c'est comme le stunt. Aujourd'hui, le stunt, ça fait des années, c'était avant le cross bitume. Et eux, quand ils sont sur des parkings, entre guillemets, ils sont beaucoup moins embêtés. Alors que nous, si on va sur un parking, on se fait embêter. Alors que c'est la même chose, c'est juste les motos qui ne sont pas les mêmes. Tu nous as parlé de Cyril Gann. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion pour le MMA? Ouais. Comment tu es venu au MMA? Pour moi, les sports de combat, c'est depuis que je suis petit, j'adore ça. J'adore ça. Et mon père était dans le karaté, donc il m'a toujours mis dedans et j'ai toujours fait du sport en fait. Je suis un mordu de sport. Je suis un hyperactif caché, je pense. Je pense que je ne le sais pas, on ne me l'a jamais dit, mais je pense que je suis hyperactif. J'ai toujours besoin de me dépenser et je grossis jamais parce que je me dépense trop. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport qui est réputé violent? C'est réputé violent, mais pour moi, c'est pas violent parce que dans tous les cas, il y a un arbitre. Donc à partir du moment où il y a un arbitre et que c'est avec des règles, c'est pas violent. Maintenant, c'était interdit en France. Aujourd'hui, ça l'est plus. Aujourd'hui, ça a une hype incroyable. C'est pas pour rien. Donc ça l'était aux États-Unis. De toute façon, il y a toujours un décalage entre les États-Unis et la France. Ça l'était très longtemps aux États-Unis, maintenant ça l'est en France, c'est énorme, c'est le sport je crois numéro 1 là, ça a dépassé tous les sports. Donc voilà, c'est cool.
Mais ça, il y a des choses pour pratiquer, etc. Donc c'est cool, ça va faire que monter. Moi, je le pratique 2 fois par semaine. Donc voilà, en amateur. Voilà, et je sponsorise des amis à moi qui combattent en amateur. Donc voilà. Et la consécration, ce serait quoi? Ce serait qu'elle devienne discipline olympique dans Ça quelques années? Ça le sera, quoi qu'il arrive? C'est sûr, ça le sera. Il y a plein de rumeurs qui tournent et ça le sera, c'est sûr. Raconte-nous un peu ton activité professionnelle. Tu travailles dans la nature. Alors voilà, j'en ai dit un petit peu, mais tu peux préciser, développer. Je travaille dans un parc d'acrobranche en fait. Dès que j'ai fini mes études donc en gestion administration, comme je te disais tout à l'heure, j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, donc c'est original. Ouais. C'est pas Pôle emploi, c'est Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, je suis allé tout petit, tout jeune, 19 ans, je crois, 18 ans, je ne sais plus exactement, dans un parc d'acrobranche. Donc je suis allé, je me suis présenté, ils ont essayé de me tester, sauf que moi je suis un mordu de sport, donc j'ai fait tous les tests haut la main, donc parcours noir, parcours rouge, tout le tralala. Tu pratiquais déjà à l'époque? Pas du tout. Pas du tout. Tu as découvert l'activité? J'ai déjà fait de l'acrobranche avec l'école. Mais mes parents ne m'ont jamais ramené à l'acrobranche par exemple, mais avec l'école j'y étais. Mais pas de vertige, rien. C'est direct. Sans mauvais jeu de mots, tu as accroché tout de suite? Ouais, franchement, je me suis bien accroché là. Et qu'est-ce que tu fais alors aujourd'hui? Je fais toujours ça. Ouais. Je fais toujours ça. J'encadre du coup des groupes, des services jeunesse, des écoles, des groupes, des séminaires, des particuliers lambda. C'est un métier qui te plaît? Tu veux continuer à le faire, le pratiquer, bien sûr, l'exercer? C'est un métier qui me plaît parce que c'est physique, parce qu'il faut parler, on est au contact du client. Très important aussi, le client quand il vient, il est content. On va faire de l'acrobranche, on est content. Donc la clientèle, c'est pas la même que par exemple si j'étais employé à Carrefour. C'est possible que vous allez à Carrefour, vous êtes énervé. Si vous allez à l'acrobranche, généralement vous n'êtes pas énervé. Donc ça veut dire que la clientèle est très douce, très gentille, très attentionnée, très cool. Tu as aussi une relation particulière avec la nature? C'est quelque chose qui est important pour toi? Bien sûr. Parce que tu travailles vraiment en pleine nature? En pleine nature tout le temps. Je ne suis jamais enfermé, je suis tout le temps au soleil. Tout le temps. Bon, après qu'il fasse froid aussi ou beau, donc il y a les avantages et les inconvénients. Mais ouais, je kiffe. Franchement, je kiffe. Et c'est très sportif, donc ça me maintient en forme tout le temps. Comme je vous disais tout à l'heure, C'est parfait, c'est l'idéal pour toi? Je suis hyper actif, il me faut du… Donc, tu es épanoui dans ton métier, dans ton travail? Franchement, j'adore. Bien sûr, moi j'adore. Alors, il y a 2 ans, tu as eu un souci de santé, malheureusement. Ouais, exact. Tu as souffert de la maladie de Lyme. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette épreuve? Et qu'est-ce que tu as retenu justement de cette période difficile? C'est une maladie qui n'est pas connue au grand jour, qui n'est même pas, je crois, reconnue au service par l'État, etc. Donc voilà. Cette maladie de Lyme, je l'ai eue en me faisant piquer par une tique. Et donc alors, comment tu as vécu cette maladie? Comment tu as surpassé cette maladie? Et finalement, tu es en pleine forme et tu es quelqu'un de… Tout est dans le mental pour moi. Ouais. Depuis que je suis petit, en fait, pour moi, tout est dans le mental. Ça veut dire que avec le mental, on fait tout. Donc j'ai eu cette maladie, j'ai eu les effets 2 semaines après, donc on s'en est aperçu rapidement, Dieu merci. Et j'ai eu les antibiotiques, etc. C'était très violent quand même. Vous pourrez vous renseigner en tapant maladie de Lyme. Je crois que c'est Justin Bieber qui a eu aussi cette maladie-là. En fait, quand on la voit rapidement, on a beaucoup de chances d'en guérir. Et aujourd'hui, 2 ans après, j'ai la chance d'être guéri, là maintenant. J'ai eu pendant 1 mois ou 2 des effets. Et après les antibiotiques, etc. Donc c'est passé. J'avais plus rien. Donc 2 mois après, j'étais à l'entraînement et je me rebattais avec des mecs qui faisaient 2 fois mon poids. Et j'étais au travail, etc. Et tout. Donc ça, c'est incroyable. Et tout est dans le mental pour ça. Justement, alors qu'est-ce que tu peux dire aux gens malheureusement qui en souffrent actuellement? Comment ils peuvent faire pour s'en sortir? Déjà, avant d'en souffrir, il faut surtout le diagnostiquer. Ouais. Et quand vous vous faites piquer par une tique, je vous conseille tous d'aller faire une sérologie de Lyme. On n'est pas à 10 € près ou 12 € près la prise de sang, donc il faut la faire parce que ça peut arriver à tout le monde et on n'en parle pas assez. Donc il faudrait faire cette sérologie, c'est très important. Donc voilà, parce qu'en fait, la maladie, quand elle n'est pas diagnostiquée, elle reste dans le corps. Et du coup, elle s'imprègne au fur et à mesure des années et c'est là que c'est dangereux. Là, ça devient grave. C'est là que moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de m'en rendre compte très tôt. Donc c'est ce qui m'a sauvé parce que 2 mois après, j'étais guéri. Et j'ai eu des traces dans mon corps pendant 2 ans, mais ça c'est normal, c'est dans mes anciens anticorps. Mais 2 mois après, en soi, j'étais guéri, j'étais tout à fait normal. Voilà. Aujourd'hui, il y en a qui s'en rendent compte 2 ans après, et malheureusement 2 ans après, ça reste à vie. Et on peut en mourir. Et donc là maintenant, tu es en pleine forme? Bien sûr. 2 mois après, j'étais en pleine forme. 2 mois après, ouais. 2 mois après. Donc
tu as réussi un peu à surmonter cette Tout est dans le mental. Tout est dans le mental. Comment tu te définis? Tu es quelqu'un un peu de modeste, alors tu travailles un peu dans les arbres, mais tu arrives quand même à garder les pieds sur terre? Pas mal celle-là, elle est pas mal. Ouais, bah, il faut toujours être modeste parce qu'on est personne. Quoi qu'on fasse, on est tous pareils, on est tous les mêmes. Donc, je sais pas, je trouve que je suis normal. Ouais. J'essaye juste de me débrouiller. Tu fais ce que tu peux. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu Je fais ce que j'aime. Voilà, tu essayes de faire ce que tu aimes. Je fais ce que j'aime, c'est mon slogan. Ouais. Je fais ce que j'aime. En gros, si j'aime pas, je vais pas faire. Ouais. Et que ça plaise à quiconque ou non. Voilà, je fais ce que j'aime. Est-ce que dans ton style, dans ta façon de vivre, est-ce que tu te considères comme un héros finalement? Bah, pas forcément. Pas forcément. Je trouve que sur des choses, on peut me suivre, sur d'autres non. On a tous des défauts. Tu parlais de modèle tout à l'heure, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Même si tu ne le recherches pas, tu essayes d'inspirer un peu. En fait, il faudrait prendre des bouts de chaque personne à chaque fois, parce que personne n'est parfait. Mais on est tous un héros à notre façon, dans un secteur d'activité ou autre, je pense. C'est mon avis. Ouais. Et tu souhaites continuer à rester comme ça, à sûr. Évoluer positivement ouais, et à continuer à découvrir des choses et à… J'essaye constamment d'être meilleur. Il faut toujours être meilleur. On essaye toujours d'être meilleur et… Ça, c'est le côté un peu compétiteur et sportif aussi? Ça aussi, et les compétiteurs, oui, mais aussi il faut assumer ses torts. Donc quand on a tort, il faut assumer pour avancer. Par exemple, un sportif qui dit « ouais, le mouvement, je le fais bien », dans sa tête, son coach lui dit « non, tu le fais pas bien ». S'il reste sur ce « je le fais bien », bah, du coup, il n'avancera pas. Donc un compétiteur aussi, il faut qu'il assume ses erreurs pour avancer. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt, Mohamed. Merci, à bientôt. En tout cas, toi, derrière ton écran, rêve pas ta vie, vis tes rêves.